Cette causerie autour du deuil est le fruit d'une belle amitié entre deux accompagnantes, Magali Lavalière, qui se dit démêleuse de nœuds dans le cerveau et éveilleuse de rêves professionnels, et moi, Dominique Duclos, qui accompagne entre autres les gens dans le processus de deuil. Ce qui nous réunit, c'est le désir de ramener de la paix dans la vie des gens qui ont vécu des traumas ou qui sont à un tournant de leur vie ou encore qui découvrent leur hypersensibilité. Ces podcasts sont nés d'une envie profonde de détabouiser et mettre en lumière le chemin du deuil à partir de ma propre expérience et de mon rôle d'accompagnante. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à nouveau sur le podcast qui parle du deuil. Et cette fois-ci, on a parlé du corps la dernière fois et cette fois-ci, on va parler du cerveau. Et donc, qu'est-ce que fait le cerveau quand on affronte un deuil ? Est-ce que tu peux nous parler de ça comme ça, là, tout de suite, ou tu as besoin que je précise une question ? Moi, mon cerveau, je l'ai appelé Marcel pendant le deuil parce que... le cerveau et son fonctionnement, parce que je me suis rendu compte qu'on en a déjà parlé ça dans les podcasts précédents, je ne sais plus lesquels, où il fournit des drogues incroyables. Et j'avais vraiment l'image, je disais que quand j'habitais à Toulouse, parce que j'habite plus à Toulouse maintenant, mais je disais que c'était le plus grand dealer de tout Toulouse en fait. J'avais vraiment cette image où j'étais... Ton cerveau, hein, tu veux dire. Mon cerveau, ouais. Où j'avais l'impression d'être... qu'il me mettait une perfusion et que lui décidait quand c'est qu'il m'anesthésiait le cerveau et quand c'est qu'il arrêtait de m'anesthésier en fait, en jouant avec cette petite roulette là dans la perfusion qui permet de diffuser de la drogue ou pas. Et les premiers temps en fait j'avais l'impression d'être sous perfusion totalement en fait tout le temps et dans cette espèce d'état où on est là, on sait ce qui s'est passé mais en fait on est dans un brouillard total, dans un autre monde, dans une autre... On sent bien qu'au niveau psychologique et psychique, on n'a pas vraiment intégré le truc et qu'on est, on est un peu en flottement perpétuel, un peu. J'avais une copine à moi là qui a perdu sa fille qui me disait, elle avait l'impression d'être un zombie dans le monde, c'était vraiment cette sensation-là. Et des fois, il arrête la perfusion d'un seul coup et c'est là où il se passe ces décharges émotionnelles où d'un seul coup on s'effondre, d'un seul coup on reprend la vérité de plein fouet en fait. Moi ça me faisait vraiment cette sensation-là. Enfin, c'est pas vraiment de plein fouet, c'était... en tout cas pour ma part, toujours pareil, les décharges émotionnelles que j'ai vécues, c'était... soit d'un seul coup, ça arrivait d'un seul coup dans un environnement qui n'était pas du tout adéquat. Moi je me souviens un jour, j'étais acheter du poisson chez mon poissonnier et je lui commande du poisson et d'un seul coup je m'effondre en criant, en pleurant parce que d'un seul coup ça me submerge en fait et ça dure je sais pas combien de temps, je sais pas, quelques minutes, 5 minutes, j'en sais rien et d'un seul coup je me relève et je continue à commander mon truc et du coup c'est très choquant pour les gens autour parce qu'ils comprennent pas, sauf que c'est tellement fort, tellement puissant que moi j'avais besoin que ça sorte et bref, ces décharges émotionnelles c'est ça en fait, c'est que vous êtes anesthésié et d'un seul coup vous l'êtes plus et ça revient et après il y a une autre façon où c'était ça, c'est les mamans qui vont comprendre ce que je raconte, mais moi je sentais quand ça allait arriver aussi, ça faisait un peu comme les contractions avant qu'on accouche, on la sent arriver, monter, quand elle arrive à son paroxysme, là où on a l'impression qu'on ne supportera pas plus de la douleur, l'émotion elle est à son paroxysme et d'un seul coup ça s'arrête. C'est et là, à nouveau anesthésié. À nouveau anesthésié et à la fois... c'est en ça que le processus il est dingue, c'est qu'on sait qu'on a lâché quelque chose pendant cette décharge émotionnelle, mais on ne sait pas de quel ordre, mais en tout cas on sait qu'on s'est allégé de quelque chose. En fait, quand je t'écoute, j'ai l'impression que ça fait comme une espèce d'alternance entre un moment où le cerveau a anesthésié les émotions, donc c'est comme si on poursuivait un peu sa vie, pas comme avant, mais en tout cas on est dans un fonctionnement, et puis par moment, plouf, on plonge. Ouais, et c'est ce qu'on disait au début aussi dans les autres podcasts, c'est que la réalité peut pas descendre d'un seul coup comme ça, totalement, brutalement, c'est pas possible. Et c'est pour ça que moi je l'ai appelé mon plus gros dealer de Toulouse, parce qu'en fait c'était ce qu'il faisait, c'est que je pense qu'il savait, le corps c'est, le cerveau aussi, c'est intuitivement quand c'est le moment que la réalité... deviennent un peu plus réelles et quand c'est le moment de remettre des anesthésies et
c'est vraiment ça qui se passe en fait. Au début, moi, j'avais une image où j'avais l'impression que j'étais une boule de souffrance, mais une boule qui est à l'extérieur de moi même. Ça me remplissait, ça sortait de moi. Et au fur et à mesure, en fait, la boule, elle commence à sortir un peu de nous, à être devant, à se mettre sur le côté, en fait, et devenir quelque chose de plus petit, mais d'aussi aigu, mais à un autre endroit dans le corps. Et en fait, c'est ça l'anesthésie du cerveau. Elle sert aussi à passer des moments un peu en suspension, parce qu'être défragmenté en souffrance pendant des mois, 1 an, 2 ans, c'est pas possible en fait, c'est pas gérable. Et du coup, c'est ça. Mais par contre, on n'a aucune maîtrise là-dessus. Mais ça, quand tu décides pas quand la vague te prend, quoi. Aucun moment. C'est vraiment de cet ordre-là. C'est ça. Elle t'envahit d'un coup. C'est ça. C'est pour ça que moi, j'avais vraiment juste intuition-là de raconter aux gens comment ça allait se passer. Et par exemple, quand j'allais dans une soirée, il fallait que les gens soient au courant que j'étais contente d'être là, mais que peut-être dans 5 minutes, j'allais m'effondrer et que c'était OK, qu'il était hors de question pour moi que je passe à côté de ça, en fait, que je mette un couvercle là-dessus, sous couvert que ça se fait pas, que les gens... Non, moi, j'étais hors de question que je souffre déjà de ce qui se passe et qu'en plus, je dois intérioriser par-dessus ce qui allait me traverser pour préserver les gens autour de moi. Ça, c'est quelque chose que je voulais pas. Après, je leur faisais pas de mal, mais je voulais être libre de ça, en fait, libre de ces mouvements intérieurs. Je voulais qu'ils soient libres à l'extérieur de moi aussi, parce qu'on ne maîtrise pas du tout quand, ni où, ni comment, ni combien de temps. Au début, je parlais souvent de la sinusoïdale du deuil, parce que c'était ça, en fait. Au début, c'est une sinusoïdale très rapprochée avec des pics très bas, et c'est un peu du non-stop, et au fur et à mesure, la sinusoïdale commence à prendre un peu plus d'espace, à être moins violente dans les profondeurs, moins basse, à être un peu moins fréquente. Ça met un peu plus d'espace et de temps et de virulence aussi. Les pics bas sont moins bas. Et donc voilà, Marcel, il sert à ça en fait. Et au fur et à mesure du temps, il y a de moins en moins d'anesthésie parce que la réalité devient de plus en plus vraie. Et ce qu'on disait au début, ça, notre corps intègre au fur et à mesure, et pour qu'il puisse intégrer au fur et à mesure, il faut des paliers, comme des sas. C'est un peu comme en plongée aussi, à cette image-là où il y a des sas de décompression, il y a des... Et on ne maîtrise pas ça du tout. Du coup, finalement, est-ce que c'est un système qui est quand même assez performant pour pouvoir, encore une fois, te maintenir en lien avec les autres, avec la vie, peut-être pas du tout de la manière idéale, mais au moins un certain lien, et au fur et à mesure de mieux en mieux peut-être, et que si tu n'as pas ça, si ton cerveau fait pas ça, déjà au début on comprend qu'il le fait forcément, mais même si ce truc s'arrête un peu trop tôt, potentiellement tu pourrais soit te couper du monde pour pouvoir vivre tes émotions pleinement, parce que du coup c'est pas possible d'être en lien socialement si tu es toujours dans les émotions. Il y a des gens qui se coupent des émotions en fait. Ou alors totalement te couper, c'est être anesthésié en permanence finalement. C'est ça, il y a des gens qui se coupent complètement des émotions, qui les laissent pas sortir, qui les vivent pas. Moi j'ai pris ce choix-là de plonger dans les émotions en fait. Et parce que j'avais compris dans mon corps que quand une émotion arrivait, si je décidais de plonger avec elle et de pas lutter contre et de me laisser vraiment traverser et de l'accompagner, c'était très violent, ça faisait peur. Alors ça, c'est des trucs qui ont fait très peur aux gens et autour de moi. Mais je me rendais compte qu'à chaque fois que je faisais ça, même si ça durait des jours, des fois des semaines, quand ça s'arrêtait d'un seul coup déjà. Et je savais que j'avais lâché quelque chose de moi. Je me sentais plus légère. C'est comme si c'était un nouveau pas sur le chemin de la guérison. Et qu'à chaque fois que je faisais ça, c'était un peu une espèce de fil rouge. Christophe Fauré, il dit que par rapport à ça, quand c'est des grosses phases violentes comme ça, on dit que ça va passer, ça va revenir, mais ça va passer. Et moi, j'avais ce fil rouge tout le temps, de me dire que ça allait passer. C'était hyper violent, mais que ça allait passer, ça allait revenir. Et de garder ça en tête, ça me permet de passer ces phases en pleine conscience et de vraiment me laisser traverser. Et du coup, ça demande du courage, on est d'accord, parce que c'est
Ça fait très peur. Oui, parce que c'est submergent. Mais à la fois, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui savait, je ne pourrais pas l'expliquer, que c'était mon salut pour le coup. Et vraiment, il y avait cette sensation, mais vraiment comme les contractions, où quand ça s'arrête, ouais, c'est le calme de la mer après la tempête. Exactement, ouais. Et avec quelque chose en moins. Ouais. Comme un habit en moins qu'on a enlevé. Mais vraiment, avec cette sensation, c'est pas intellectuel en fait. C'est comme si à chaque fois qu'on sort d'une phase comme ça, c'est comme si on marchait dans un nouveau nous. C'est-à-dire qu'on est en train de découvrir la nouvelle personne qu'on est, et à chaque fois, c'est comme ça. Et de plus en plus léger, c'est ça que j'entends. Et de plus en plus léger, ouais. C'est beau. Oui, c'est beau. C'est beau et c'est important de témoigner de ça, je trouve, parce que justement, ça peut faire très très peur. Et donc, on peut peut-être fuir ça. Oui. On comprend qu'on puisse avoir envie de le fuir. Ouais, complètement. Et d'entendre ce témoignage-là, c'est aussi une façon d'encourager les gens à se laisser traverser. Alors, on en reparlera sûrement accompagné, parce que si on comprend pas du tout ce qui est en train de se jouer et que du coup ça fait beaucoup trop peur, alors je suis pas sûre qu'on puisse s'alléger vraiment. On a peut-être besoin d'avoir des compréhensions pour pouvoir le vivre avec une certaine sérénité qui est très loin mais qui est là. Oui, c'est ça. Elle est par là, on la sent. Et après ces phases-là, moi ce qui était important aussi, c'est d'aller nourrir quelque chose de positif en plus. Alors moi c'est la nature et les animaux et tout ça. Du coup après ces phases-là, j'avais besoin d'aller me poser dans des endroits très nourrissants, comme si à la place de ce que je venais d'enlever, je mettais quelque chose, c'est pas comme si, c'était vraiment ça, j'allais y mettre quelque chose de doux, de beau, d'harmonieux, et au fur et à mesure, moi je me suis re-remplie à chaque fois. Dès que je me délestais de quelque chose, je mettais autre chose à la place des graines, c'est les fameuses graines dont on parle, qu'on arrose tout le temps. Ben moi c'était ça, j'avais besoin de remettre... de remplir ces espaces-là avec des jolies choses. C'est ça, tu as parlé beaucoup d'espace fait, de faire de la place. Ouais. Et du coup, une fois qu'on a fait de la place, c'est remplir avec quelque chose qui nous nourrit et qui nourrit notre nouvelle personne. Exactement. De toute façon, alors on en reparlera, je pense, dans un des podcasts précisément, mais moi, je vis cette expérience comme une invitation à être moi, complètement moi, mais avec une profondeur que j'aurais jamais imaginée. Et du coup, c'est ça, c'est réinvestir des espaces qui sont là depuis tout le temps, sauf qu'ils étaient occupés par des choses de l'inconscient collectif, de la famille transgénérationnelle, de nous, nos expériences, tout ça, mais qui n'ont plus lieu pour retrouver cet espace qui est hyper lumineux, hyper juste et à la fois pas enfantin dans le sens bébé ou quoi, mais quelque chose de la joie de l'enfance. Ouais, de cet ordre-là. De vraie joie. Ouais, d'autres choses, ouais. Et c'est vrai que ces espaces-là, ils existent. C'est comme s'ils étaient juste... comment dire, encombrés, voilà. Encombrés ou complexifiés par des choses de la vie, quoi. Du coup, c'est ça que ces vagues émotionnelles viennent nettoyer, quoi. De mon expérience, en tout cas, toujours, je ne dis pas que c'est pour tout le monde pareil, moi c'est ce que ça m'a permis de faire et de me délester de ce qui n'avait plus lieu d'être. Parce que de toute façon, il n'y a plus de place pour du superflu ou pour du... c'est tellement incroyable ce qu'on traverse et pour le coup mettre des mots dessus, je pense que c'est compliqué et c'est quand on le traverse qu'on comprend ça, mais c'est tellement profond, souffrant et tout qu'il n'y a plus de place pour des choses... pas inintéressantes, mais qui n'ont plus lieu d'être, qui sont obsolètes. Obsolètes, complètement, ouais. Oui, c'est ça, ça nous permet, c'est une invitation, toujours pareil, mais de nous débarrasser de tout ça. Ouais. On conclut là-dessus. Ouais, c'est pas mal, celui-là. je crois. Oui. Ouais. Merci. Avec plaisir.